Bonjour à tous. Donc, je pense que vous voyez médias, si j'ai bien compris en tout cas. Merci de l'invitation de Vivalis pour discuter je dirais, des sujets qui nous occupent pas mal pour l'instant. Tout le monde a entendu parler de cette épidémie d'Ebola au Congo. Nous, on avait envie de remettre aussi un tout petit peu sur le devant de la scène les retours de pèlerinage. Alors, pour l'instant, c'est le retour du Hajj. Mais en fait, il y a des retours de pèlerinage toute l'année, puisqu'on n'est pas obligé de faire le Hajj, on peut aussi faire les petits pèlerinages, l'Umrah. Donc c'est quelque chose à garder en tête quand même de façon continue dans l'année. Et donc on s'est dit qu'en fait, on pouvait regrouper cela sous un même thème qui étaient les symptômes de retour de voyage et vraiment les bons réflexes à avoir, les bonnes questions à poser quand quand on a un patient qui revient de voyage. Alors, je vais commencer avec des aspects vraiment clinico-pratiques. Sophie va continuer avec des aspects plus de précaution, on va dire, de façon de s'habiller, de précaution dans le cabinet, etc. Euh, Sophie a prévu de le faire en néerlandais, en tout cas s'il y avait plusieurs personnes qui parlaient néerlandais dans l'assemblée, comme ça on faisait quelque chose d'un petit peu équilibré au niveau linguistique. Et puis bien entendu, il y aura de la place pour les questions après. Je me représente, je suis le docteur Charlotte Martin, je suis infectiologue et chef de service de maladies infectieuses au CHU Saint-Pierre. Et en effet, pour les fièvres hémorragiques, en tout cas, le CHU Saint-Pierre est un des deux hôpitaux de référence en Belgique, l'USA pour la partie néerlandophone et le CHU Saint-Pierre pour la partie francophone. Pour les maladies respiratoires hautement contagieuses, comme celle dont on va parler aujourd'hui, dans le cadre du retour de la Mecque, le CHU Saint-Pierre est le seul hôpital de référence, en fait. Donc, tous les cas suspects arrivent chez nous. On va en reparler. Alors, quelques mots. Donc, on va commencer par Ebola et puis on passera au MERS coronavirus. Quelques points clés sur la maladie à virus Ebola. Et vous savez qu'ici, on est face à une épidémie de souche Bundibugyo qui est pas tellement, enfin, qui est pas la même souche que celle qu'on a quand même de façon un peu régulière dans certaines zones du Congo qui sont souvent plutôt des souches Zaïre. Et la souche Zaïre, la différence, c'est qu'on a des traitements et des vaccins qui, ces dernières années, ont permis vraiment de pouvoir circonscrire les épidémies assez rapidement. C'est malheureusement pas le cas de la souche Bundibugyo pour lequel on n'a pas beaucoup de données d'abord, parce qu'il n'y a eu que deux petites épidémies décrites de cette maladie à virus Ebola de cette souche-là. Et puis, du coup, il n'y a pas eu, je dirais, suffisamment de cas et d'épidémies, c'est un petit peu cynique, pour que l'on puisse développer des vaccins et des traitements. Cette épidémie, elle a probablement en fait démarré un petit peu à bas bruit en janvier ou en février. C'est les modèles mathématiques qui nous disent ça, mais malheureusement, elle n'a pas été identifiée tout de suite et donc elle a déjà pris un peu d'ampleur avant qu'elle ait été identifiée. Son épicentre, c'est vraiment la province d'Ituri au nord-est du Congo. Je vais vous montrer où c'est. C'est vraiment là qu'il y a une transmission locale soutenue. C'est là que les nouveaux cas chaque jour s'accumulent. Et une urgence de santé publique a été déclarée par l'OMS le 15 mai, moment où ça a été détecté, où on s'est rendu compte qu'il y avait une transmission locale incontrôlée et qu'il fallait débloquer à la fois de l'attention, mais aussi des fonds pour essayer de circonscrire cette épidémie. Rapidement, on s'est rendu compte que ce n'était pas seulement Ituri, mais aussi d'autres zones de santé autour, mais qui restent vraiment au loin nord-est de la RDC, avec des cas exportés cependant, mais un nombre limité, mais quand même à Goma, donc au sud Kivu, et à Kampala, la capitale de l'Ouganda, pour l'instant sans transmission locale documentée. Donc ils identifient le cas. Il y a eu parfois du personnel de santé qui a été contaminé, mais tous les contacts ont été identifiés et sont suivis. Donc là, Goma et Kampala, c'est vraiment des endroits où, a priori, c'est sous contrôle.
Donc, je vous montre un petit peu, vous connaissez le Congo et cette forme de pays un peu particulière avec Kinshasa qui est ici au bout. Et vous voyez qu'ici, on est dans l'extrême nord-est avec un problème qu'on peut déjà identifier facilement sur cette carte, qui est qu'on est à la frontière de trois pays. Au-dessus, vous avez le Sud-Soudan, qui n'est pas un modèle d'organisation des soins, on va dire. Et puis à droite, vous avez l'Ouganda. Donc, vous avez entendu qu'il y avait des cas importés à Kampala, dans des hôpitaux de Kampala, mais qui ont été identifiés plus ou moins rapidement. Et donc, évidemment, les épidémies à la frontière de plusieurs pays, ça fait un peu peur. Ça rappelle aussi la grosse épidémie de 2014-2016, qui était dans trois pays de l'Afrique de l'Ouest et qui avait démarré justement à ces endroits de frontières de trois pays où il y a beaucoup, beaucoup de commerce et de voyages transfrontaliers. Donc évidemment, ça c'est un des trucs qui fait peur, c'est qu'on est à la frontière de trois pays. L'autre truc, c'est qu'on est à un endroit en fait plutôt instable politiquement où il y a pas mal de conflits armés, ce qui n'aide pas au suivi des cas contacts et à l'identification des cas, on peut bien l'imaginer. Et puis la troisième chose, c'est qu'en plus d'être un endroit de trois frontières, on est dans des populations qui font beaucoup de mouvements transfrontaliers, qui sont beaucoup de mineurs. Et en tout cas, la province d'Ituri, c'est beaucoup de mines. Et les mineurs, c'est souvent des gens qui viennent d'autres pays et puis qui retournent voir leur famille, etc. Donc beaucoup de mouvements transfrontaliers. Vous voyez ici la situation du 5 juin, donc il y a 2, 3 jours, où là, on est dans les confirmés et les suspects à la fois. Si on prend que les confirmés, on a 488 cas confirmés et 86 morts. C'est pas des morts confirmés, c'est des morts confirmés Ebola. Donc, c'est des gens chez qui on est sûr qu'ils sont décédés d'une maladie Ebola. Mais vous voyez qu'il y a aussi pas mal de cas suspects qui sont encore en cours d'investigation. Après, ce nombre de cas suspects, il diminue quand même au fur et à mesure des jours. Donc, on a l'impression que les investigations avancent et qu'on est en train de se tasser un petit peu dans l'augmentation un peu exponentielle qu'on voyait les premiers jours. Mais c'est vraiment à suivre. Un autre tableau de bord de l'épidémie qui dit un petit peu la même chose. Ce qui est peut-être intéressant ici, c'est le taux de suivi des contacts. Et vous voyez que, en tout cas, ce qui est rapporté sur les trois provinces que je vous ai montrées, c'est 67% de taux de suivi des contacts. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à capter tous les contacts et à les suivre, mais ils arrivent quand même à capter 2 tiers des contacts. Bon, c'est ce qui est rapporté, évidemment. Alors, l'idéal de taux de suivi des contacts, c'est 95%. Donc, ça, c'est pour circonscrire une épidémie. Bon, on n'y est pas encore, mais on n'est pas non plus à 20% de taux de suivi. Et 67%, si ça continue à augmenter, c'est déjà pas si mal. Il faut imaginer que les équipes, elles sont arrivées seulement il y a quelques jours pour se déployer et pour commencer un suivi actif de tous les contacts. On suit aussi les nouveaux cas confirmés des 24 dernières heures. Ça nous donne une idée de la courbe épidémique. Et vous voyez qu'en Ouganda, il y a eu quand même 19 cas importés là-bas. Donc, il y a quand même une bonne mobilité transfrontalière. Vous voyez aussi que les 36 nouveaux cas confirmés, c'était tous dans la province d'Ituri. Donc vraiment, quand même, on a l'impression que l'épicentre de la transmission locale, pas très contrôlée, c'est là, dans cette province tout au nord-est du Congo. Alors, à quoi faut-il penser? On arrive un peu au cœur du sujet, hein. Quand est-ce que vous devez penser à ça? Il y a 2 choses qu'il faudra toujours vérifier chez vos patients avant d'imaginer ou de se dire, zut, c'est peut-être il y a quelque chose de ça. Ça fait partie de nos définitions de cas. C'est les signes cliniques compatibles et l'exposition à risque dans les 21 derniers jours. Pourquoi les 21 derniers jours? C'est la durée d'incubation maximale. En général, elle est plus courte que ça, mais on est large et on est prudent, et donc on prend la durée d'incubation maximale de 21 derniers jours. Donc on parle bien de quelqu'un qui revient dans les 21 derniers jours d'une zone à risque. Ici, si on parle de cette épidémie d'Ebola, en particulier en RDC, on va prendre la zone nord-est de la RDC
et les provinces que je vous ai montrées, en particulier la province d'Ituri. Donc, ce qui est bien clair, c'est que quelqu'un qui dit, bah non, moi je suis allé à Kinshasa et je suis resté à Kinshasa pendant 2 mois et je suis revenu il y a 3 jours et j'ai de la fièvre, ce n'est pas un cas suspect. D'accord? Il faut avoir été dans les zones où il y a vraiment cette transmission active. Petite exception peut-être, c'est si on a été en contact avec un patient symptomatique, suspect ou confirmé, bien entendu, ou décédé. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre pour la maladie à virus Ebola, c'est que contrairement à beaucoup d'autres virus, le virus ne va pas mourir au moment du décès dans les tissus de la personne décédée. Il va y avoir encore pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, il va y avoir une multiplication virale intensive et il faudrait que tout le monde coupe son micro, sinon on ne va pas s'entendre. Voilà. Et donc, en fait, un corps décédé de maladie à virus Ebola est encore extrêmement contagieux. Et donc, en fait, avoir touché une personne décédée ou avoir même participé à des rites funéraires dans une zone à risque, c'est clairement un risque et on sait que ça fait partie malheureusement des chaînes de transmission de la maladie à virus Ebola. Il se fait que, en fait, dans les rites funéraires au Congo, il y a le fait de toucher le corps, il y a le fait de tous tremper ses mains dans de l'eau, mais qu'on partage tous cette eau pour se tremper les mains, pour partager le moment de recueillement, etc. Et donc, en fait, malheureusement, étant donné la composition des rites funéraires au Congo, il y a un risque de transmission du virus Ebola à ce moment-là. Donc, ça fait partie des facteurs de risque. OK? Donc, la zone d'où on vient, à nouveau, c'est pas tout le Congo, c'est pas tout l'Ouganda, par exemple, loin de là. C'est uniquement certains hôpitaux de Kampala et encore, Kampala, il n'y a pas vraiment pour l'instant de transmission locale. Donc, on va vraiment rester sur le nord-est du Congo et demander si la personne elle est allée là-bas au nord-est du Congo. Et si oui, est-ce qu'elle s'est occupée de quelqu'un de malade, même si peut-être elle ne savait pas ce que cette personne avait. Est-ce qu'elle a été en contact avec les fluides de quelqu'un qui était malade? Bah oui, j'étais dans le taxi et il y a quelqu'un qui m'a vomi dessus. Ah bon, bah voilà, ça c'est quand même quelqu'un qui était malade et un contact avec un fluide biologique. Ou est-ce qu'elle a participé à des rites funéraires? Est-ce que cette personne a été en contact avec quelqu'un de décédé? Donc ça, c'est vraiment les critères d'exposition qui sont essentiels et qui sont vraiment les choses qu'on va demander à la personne. Et puis, bien entendu, mais ça, on peut se dire que si la personne vient vous voir, c'est qu'elle a des symptômes. Et donc, les symptômes, c'est la fièvre ou la sensation de fièvre. Hein. Donc, il y a des gens qui ne vont pas avoir pris leur température, mais qui vont dire, oh là, depuis 2 jours, j'ai mal partout, j'ai mal à la tête, j'ai des chauds et des froids. Donc, ça peut être évidemment des équivalents fébriles. Et alors, parfois, mais pas toujours, si on est au tout début, il n'y aura que de la fièvre. Et si on est déjà après 1 jour, 2 jours, il y aura des symptômes supplémentaires, mais qui au début sont terriblement aspécifiques. Les gens ont mal partout, ont mal à la tête, ont mal au ventre, ont peut-être éventuellement une conjonctivite, ont un petit peu mal au niveau thoracique. Donc au début, c'est très aspécifique. Et c'est seulement au bout de quelques jours qu'on va avoir des signes digestifs extrêmement euh, explosifs, on va dire, avec beaucoup de diarrhée, beaucoup de vomissements, qui évidemment, du coup, pour le coup, sont extrêmement contagieux. Et puis, éventuellement, et pas toujours, l'arrivée du fameux syndrome hémorragique. Donc, le patient suspect, c'est des signes cliniques avec lesquels probablement le patient va arriver parce qu'il consulte un docteur. Donc, c'est qu'il a des signes cliniques. Donc, vérifier que ça colle, mais à nouveau, c'est très aspécifique. Mais surtout, l'exposition à risque au bon endroit en RDC et avec contact avec quelqu'un de malade ou de décédé. Et donc, les bonnes questions à poser pour être pratico-pratique, c'est OK, vous venez parce que pourquoi?
Donc, par exemple, j'ai mal partout, je me sens pas bien ou j'ai de la fièvre. Est-ce que vous revenez de voyage? Et donc ça doit être vraiment quelque chose. Alors, on le dit dans nos études de médecine, hein, mais je pense pas qu'on le fasse dans 100% de nos anamnèses. Et en fait, dans notre monde globalisé, Sophie va vous montrer des chiffres, il faut qu'on le fasse dans 100% de nos anamnèses. Et dans 99% des cas ou dans 95% des cas, les gens diront non, non, j'ai pas voyagé dans le dernier mois. Mais en fait, dans un pourcentage non négligeable de cas, il y a un retour de voyage. Et s'il y a un retour de voyage, je pense qu'il faut immédiatement déjà prendre des précautions qui vous protègent vous et qui ne sont pas compliquées. C'est-à-dire mettre un masque au patient et lui faire faire une hygiène des mains et pas faire d'examen clinique avant d'avoir terminé cette anamnèse de voyage. Et donc, en particulier, bien entendu, demander si ils reviennent de RDC. Enfin, en général, ils vont vous dire oui, je reviens de voyage, je suis allé en 3 petits points. Donc, évidemment, tiquer sur la République démocratique du Congo, mais aller plus loin et demander où ils sont allés au Congo. Parce que vous avez vu, le Congo, c'est très, très grand. Et donc, ça n'est pas nécessaire de s'affoler si quelqu'un est allé, par exemple, qu'à Kinshasa ou qu'à l'autre bout du Congo par rapport à la zone à risque Ebola à l'heure actuelle et dans les 21 derniers jours. Je vous ai dit que c'était la durée d'incubation maximale. Donc ça, c'est vraiment le réflexe retour de voyage, le réflexe je me protège, je continue mon anamnèse et je ne fais pas encore mon examen clinique. OK, il vient du Congo, mais pas du tout de la zone à risque, ou OK, il vient de Outilplou les bains de pieds qui n'a rien à voir, très bien. Alors là, je fais mon examen clinique et je continue mon anamnèse. Si cependant on a identifié cela, on s'arrête et on contacte Vivalis immédiatement avec tous ces éléments d'anamnèse qu'on a réussi à obtenir et un transfert le plus rapide possible vers un des 2 hôpitaux de référence, de préférence le plus proche, avec le numéro que j'ai remis ici. Ça, c'est pour Ebola. Si vous voulez un petit peu plus d'infos, il y a un site internet maintenant qui a été mis à disposition des professionnels de santé, des patients aussi d'ailleurs, mais j'imagine que c'est surtout les professionnels de santé qui vont aller voir avec la procédure belge qui s'appelle info-ebola.be. Il y a aussi sur le site du CDC, de l'ECDC, pardon, donc du CDC européen, il y a des super infographies, il y a des Q&A, et donc il y a plein d'infos si ça vous intéresse de façon plus détaillée. Mais ici, on essayait de vous donner vraiment les premiers bons réflexes pour pas en louper un seul. Deuxième topic du jour, c'est le MERS coronavirus. Alors, je vous en veux pas si vous connaissez pas, c'est un peu niche, le MERS coronavirus. Donc, c'est un coronavirus qui circule depuis bien plus longtemps que le Covid, puisqu'il a été décrit pour la première fois en 2012. Et vous voyez que son petit nom vient du fait qu'il est essentiellement décrit au Moyen-Orient. Donc, c'est une zoonose respiratoire. Le réserve essentiellement les dromadaires, mais il y a probablement des hôtes intermédiaires qu'on ne connaît pas encore très bien. Il circule de façon endémique, c'est-à-dire tout le temps. Il n'y a pas vraiment des pics épidémiques. Il circule de façon continue dans la péninsule arabique et il a une transmission tout à fait classique de virose respiratoire, donc les gouttelettes et éventuellement aérien. Donc c'est la même façon de se protéger qu'une virose respiratoire, une grippe, un RSV. On observe des cas importés en dehors de la péninsule arabique, par exemple en Europe, de façon sporadique, mais surtout, on observe plusieurs clusters de transmission très efficaces dans les structures de soins. Bah oui, les structures de soins, comme les hôpitaux, c'est toujours un excellent endroit pour les virus pour se disséminer de façon efficace si on ne prend pas des précautions particulières. Alors pourquoi on est énervé avec cette virose respiratoire qui est peut-être pas si inquiétante que ça, en fait, vous voyez qu'on lui décrit une mortalité extrêmement impressionnante chez les personnes fragiles. Et les personnes fragiles, vous ne serez pas étonnés de savoir que c'est les mêmes que d'habitude, hein. Donc, c'est les personnes âgées, c'est les personnes immunodéprimées, c'est les personnes avec des comorbidités, les insuffisances rénales, les diabétiques, etc. Mais vous voyez que chez ces personnes-là, on décrit jusque 30% de mortalité. Or, les structures de soins, qu'est-ce qu'elles concentrent? Elles concentrent les personnes fragiles. Et donc, il peut y avoir évidemment des catastrophes
dans les structures de soins si ces cas ne sont pas bien identifiés. Raison pour laquelle on y porte une attention particulière. Donc ça, je vous en ai parlé, c'est le réservoir qui est plutôt a priori au niveau des dromadaires, mais qui se transmet aux humains et qui peut du coup provoquer une transmission interhumaine dans les maisonnées, par exemple, mais aussi dans les structures de soins. Et vous voyez qu'en 2026, on n'a pas encore eu vraiment de cas décrits, donc ça c'est une bonne nouvelle, mais que dans toutes les années précédentes, essentiellement en Arabie saoudite, mais aussi dans les pays qui l'entourent, il y a eu des cas décrits. Donc vraiment à garder en tête ce MERS. Pourquoi aussi? Eh bien, parce que nous avons en Belgique une population non négligeable de personnes qui font le pèlerinage à la Mecque. Et vous savez que le Hajj, qui est le grand pèlerinage, un des piliers de l'islam, c'est une fois par an à des dates particulières. Et en 2026, ça s'est terminé le 30 mai. On est le 8 juin, donc en fait les gens sont en train de revenir du Hajj. Mais en dehors du Hajj, pendant toute l'année, il y a la possibilité de faire le petit pèlerinage qui s'appelle l'Umrah et qui est au même endroit, qui est à la Mecque en Arabie Saoudite, et donc à un endroit endémique pour le MERS coronavirus. Et je voulais vous montrer cette photo du Hajj, d'abord parce qu'elle est belle et impressionnante, mais aussi pour vous montrer pourquoi le Hajj, c'est particulièrement un risque, parce qu'en fait, c'est des millions de personnes, le Hajj. C'est des millions de personnes les uns à côté des autres. C'est une promiscuité absolument majeure et du pain béni, je dirais, pour une virose respiratoire. Et donc, nous, on a en fait régulièrement des personnes qui rentrent du Hajj avec des viroses respiratoires. Alors, on les met en isolement pour être sûr que ce n'est pas du MERS coronavirus, mais en général, c'est d'autres viroses respiratoires, parce que c'est un endroit où c'est très facile, même si c'est dehors pour une partie du Hajj, c'est très facile de s'infecter par une virose respi de par la promiscuité des personnes et le nombre de personnes qui sont présentes en même temps au même endroit. Donc, pic au moment du Hajj, c'est-à-dire maintenant en Belgique pour l'instant, les gens sont en train de rentrer du Hajj, mais en fait possible pendant toute l'année. Ce qui veut dire que dans notre anamnèse de voyage, donc en fait, nous, ce qu'on a envie de vous dire, c'est que quelle que soit la personne qui se présente, avec quels que soient les symptômes avec lesquels il se présente chez vous, il faut que l'anamnèse comporte une question sur le retour de voyage. S'il n'y en a pas, c'est bon. S'il y en a, on met le masque à la personne, il fait son hygiène des mains, on continue notre anamnèse. Est-ce que c'était en péninsule arabique? Et la durée d'incubation maximum ici, elle est de 14 jours, contrairement aux fièvres hémorragiques, 21 jours. Séjour en péninsule arabique les 14 derniers jours, oui. Alors, on contacte Vivalis immédiatement. On est dans les critères pour une suspicion de MERS coronavirus, c'est-à-dire symptômes respiratoires et séjour en péninsule arabique dans les 14 derniers jours. C'est suffisant pour suspecter un MERS et appeler Vivalis. Je laisse la parole à Sophie, qui j'espère a réussi à se connecter et qui, je pense, va continuer en néerlandais. Voilà, merci Charlotte, je suis là en effet. Vous m'entendez? Oui, ça va, parfait. Dus ja, ik doe mijn best in het Nederlands, voilà, om u een beetje vertellen waarom u aan dergelijke ziekten ook in uw praktijk moet denken. Eerst, dat is waar dat het een zeldzame ziekte, dus ze zijn zeldzame ziekten. Als we naar de geschiedenis terugkijken, dat is waar dat in België hebben wij nooit een bevestigd geval van MERS-CoV gehad en ook niet een ebola-geval. Maar hebben wij toch een aantal vermoedelijk gevallen gehad. En u kan zien dat in onze ook andere Europese land dat het is wel gebeurd, zoals in Frankrijk verleden jaar met MERS-coronavirus was er dus 2 geïmporteerde gevallen geïdentificeerd met 2 hoge risicocontacten in België. Dus dat zijn zeldzame evenementen, dat is waar, maar u moet weten dat bijvoorbeeld er zijn 1,5 miljard internationale reizigers elk jaar. Dus dat wil zeggen dat de personen reizen en de pathogenen reizen ermee. En naast dat
U weet dat er constant nieuwe epidemieën, nieuwe uitbraken, maar ook sommige landen in welke sommige ziekten endemische zijn, zoals de Lassa-koorts die endemische nu beschouwd is in West-Afrika. En waarom moeten wij aandacht aan deze ziekte toch moeten hebben, terwijl de besmettelijkheid toch niet zo hoog is, met een reproductieve nummer voor ebola die rond 2 is en wat nog lager voor MERS-CoV-2. Dat is de letaliteit, die redelijk hoog is, zowel voor ebola dan MERS-CoV. Je peux changer? Non, Charlotte, c'est toi qui dois avancer, je crois. Dank u wel. Dus, zoals Charlotte heeft het al gezegd, veiligheid voor uw huisartsenpraktijk is eerst risico-identificatie. U moet eraan denken, zo vlug dat een patiënt komt voor koorts, hoger dan 38 graden, u moet de vraag stellen, komt u terug van een reis? En dan, afhankelijk van de land waar de patiënt terugkeert, dan de volgende element ook stellen. Welke streek in het land en heeft de patiënt een blootstelling gehad? Dus altijd de 3 elementen samen. Symptoom, risicogebied en blootstelling. Uiteraard mogen wel bijkomende vragen gesteld worden om een risico-identificatie een beetje verfijnen, zoals hebt u antimalaria medicamenten gebruikt of niet vaccinatie gehad voor u reist of niet en dergelijke. En dat gaat gebeuren zowel in uw praktijk zelf, maar ook thuis. Dus als een patiënt u opbelt, komt, ik heb koorts, vergeet niet, bent u terug van een reis. De volgende, Charlotte, alsjeblieft. Dus, eerst dat gedaan, de risico-inschatting is ook gebaseerd over de besmettelijkheid. Dus vanaf wanneer is een patiënt besmettelijk? U moet dat weten, uiteraard om een risico te kunnen inschatten. Dus ebola, dat is vanaf het begin van de symptomen. MERS-CoV, dat is waarschijnlijk een paar dagen ervoor. Blootstelling voor ebola, dat is door de biologische vloeistoffen. Alle biologische vloeistoffen. Maar zonder contact met biologische vloeistoffen is het risico heel laag of bijna nul. Voor MERS-CoV, dat is voornamelijk speeksel- en respiratoire secreties, afhankelijk dus van de symptomen en dus de klinische aanpak van deze ziekte. En op basis daarvan kunt u dus de transmissiewegen kunnen bepalen. Dus met ebola, dat is de directe contact met deze vloeistof. Voor dus MERS-CoV, dat is ook voornamelijk via de druppeltjes. Uiteraard, eens dat bepaald, u weet nu dat de transmissie van de infectieziekte zijn meer een continuum van besmettelijkheid. En dus als er een contaminatie van uw environnement bijvoorbeeld, is er uiteraard wel de mogelijkheid om een indirecte besmetting te krijgen of bijvoorbeeld ook via voor de druppeltjes. Dus MERS-CoV, dat is voornamelijk door druppelen, maar als er een aerosolisatie is, dan is de MERS-CoV ook besmettelijk door lucht. De volgende. En eens dat gekend, u moet de verschillende persoonlijk beschermingsmiddelen aanpassen, maar ze moeten ook, toepassen, maar ze moeten ook aangepast worden volgens uw eigen organisatie, de lokaal over welke u beschikt, de besmettelijkheid en ook de blootstelling. Dus de algemene regels moeten altijd aangepast worden aan uw werkelijkheid, maar de grote lijnen zijn altijd dezelfde en moeten aangepast worden. Eerst voor een patiënt mondmaskers en antigeen eens een risico geïdentificeerd. Dan, zoals Charlotte heeft ook gezegd, een afstand bewaren, 1 meter, 1,5 meter en ook voor u een masker dragen. Liever een FFP2 als de patiënt hoest heeft. Want het is dus een hele gevaarlijke ziekte voor wat betreft dus de MERS-CoV-2. Dus liever geen medisch onderzoek. Maar als u een twijfel hebt, u bent niet zeker dat een patiënt met een risico zou kunnen zijn, zal u misschien wensen toch een medische onderzoek willen doen, dan liever een volledig bescherming met bril, handschoenen,
de masker wel en een schort en altijd uiteraard de handhygiëne. Dus misschien zou het een idee zijn om voor een thuisbezoek, als een patiënt belt op voor koorts, toch een kit met deze beschermingsmiddelen ook meebrengen. En u brengt alles in een vuilniszak, zo na de bezoek. U mag alles erin insteken en daarna in een eliminatiecircuit ook gebruiken. Dus als het mogelijk is, in uw kabinet isolatie van de patiënt en liever wegwerpmaterialen gebruiken. Volgende. Voilà. Dus overleven in het milieu is ook een belangrijke element. Deze virussen, zowel ebola dan MERS-CoV-2, zijn virus met enveloppen. Dus dat wil zeggen dat ze gevoelig zijn aan alle desinfectiemiddelen. En hoe lang zullen ze in het milieu overleven? Dat is niet lang. We zeggen, we spreken over enkele uur tot enkele dagen, maar dat is echt afhankelijk van de milieuomstandigheden. En deze virussen zijn heel weinig resistent tegen UV. Dus de contaminatie van het milieu in uw kabinet kan beschouwd worden zoals heel laag. Maar toch is het essentieel om alle oppervlakken te desinfecteren. En daarvoor kunt u een algemene virucide de desinfectiemiddelen gebruiken, maar dus met de normen 14476, maar dat is normaal gezien de Europese norm die toegepast is voor alle viruciden die in het medische domein verkocht zijn. Anders, als u over dat niet beschikt, is er ook de mogelijkheid om een bleekmiddel te gebruiken met een concentratie van 0,5% en een paar minuten laten inwerken. En ik heb hier in de presentatie de link toegevoegd naar een document van Cienzano waar u de dilutie van een gewone bleekmiddel kan terugvinden. Voor de afval, dus liever een dubbel vuilniszakjes gebruiken en eventueel als het een groot genoeg naaldcontainer over een groot genoeg naaldcontainer beschikt, u mag ook uw beschermingsmaterialen erin steken en dan in een vuilbak en dan afvalverwerkingscircuit zoals voor de andere medische afvallen. Voilà, dus mijn grote boodschap is voor veiligheid in uw huisartspraktijk, dat is de standaard voorzorgmaatregelen altijd toepassen. Voor iedereen, door iedereen en overal de algemene voorzorgmaatregelen zijn de eerste barrière tegen de besmetting. Zeker een vast communicatie in uw wachtzaal bijvoorbeeld voor algemene berichtjes naar de patiënt toe, zoals bijvoorbeeld uw hoest komt met een masker of dergelijke, is altijd van belang. En ik denk dat het mijn laatste slide was. Merci beaucoup. Bedankt Sophie en Charlotte ook voor de presentatie en de tweetalige presentatie. Bedankt. Moi, je vais continuer en français. Mais donc oui, ici, Sophie et Charlotte vous ont déjà bien présenté en détail vraiment des conseils de bonne pratique par rapport à une suspicion et par rapport aux questions à poser. Mais donc, on a voulu chez Vivalis vous proposer un flowchart résumé, récapitulatif pour les suspicions Ebola et étendu à tout ce qui est fièvre hémorragique virale. Donc ici, on n'a pas fait de flowchart par rapport au MERS, mais ça pourrait être développé a posteriori. Et donc ça reprend évidemment ici les trois questions principales à poser avec cette question de voyage, de retour de zone vraiment endémique, épidémique dans les 21 derniers jours. Le flowchart va être un petit peu réadapté ici. Les symptômes sont mis en troisième et dernière question, mais évidemment, dans votre pratique en général, le patient vient d'abord en consultation parce qu'il a des symptômes. Donc,
il sera plutôt mis en première question à poser. Comme vous l'avez vu, les symptômes sont assez spécifiques au début et c'est seulement par après que peuvent se développer des symptômes plus intenses, diarrhée, vomissement et hémorragie dans certains cas, mais pas d'office. Donc en fait, à partir du moment où on a la fièvre comme critère principal, toujours poser cette question du retour de voyage, c'est vraiment important pour pouvoir identifier un début de suspicion et puis s'interroger sur l'exposition à un risque. Est-ce qu'il y a eu contact avec un cas humain, contact avec un animal, contact dans des soins de santé où on sait que la zone est exposée à des cas, participation à des rites funéraires aussi qui sont extrêmement à risque à ce niveau-là de transmission. Et donc, une fois qu'on a une réponse potentiellement positive à ces 3 critères, on parle d'une suspicion d'un cas probable. Et là, la première chose à faire, c'est de nous appeler chez Vivalis. On est vraiment l'autorité de santé à Bruxelles qui est responsable de faire valider cette suspicion et d'organiser la suite, c'est-à-dire le transfert vers l'hôpital de référence. Idéalement ici, le CHU Saint-Pierre qui est vraiment bien situé pour nous. Et donc, vous avez notre numéro de contact de garde, le 02 552 01 91, qui est le numéro appelable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une de nos infirmières qui vous répondra et qui prendra les infos d'anamnèse que vous avez pu récolter et qui le transmettra à l'un des médecins inspecteurs d'hygiène de garde à ce moment-là. Que dire aux patients? Si le contact a lieu par téléphone, vraiment lui conseiller de rester à domicile, de s'isoler, ne pas se déplacer, ni cabinet, ni urgence, de limiter ses contacts avec l'entourage, de mettre les objets qui ont été utilisés, notamment thermomètre pour prise de température, dans un sac plastique. Au cabinet, le but, ce sera de l'isoler le mieux possible, d'isoler le patient immédiatement, idéalement dans une pièce séparée, toujours garder une distance de 1 mètre, 1 mètre et demi, comme ça a été bien recommandé par Sophie et Charlotte, et limiter les contacts à l'essentiel. Et alors, sur le côté droit, vous retrouverez les zones endémiques pour différentes fièvres hémorragiques virales. Ici, aujourd'hui, on parle principalement d'Ebola, puisqu'il y a une épidémie en cours dans les zones de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, et en Ouganda. Et les modes de transmission habituels des fièvres hémorragiques virales, notamment Ebola. Vous avez également le lien vers la procédure complète du SPF Santé publique, donc le site info-ebola.be dont vous a déjà parlé Charlotte. Eh bien, vous avez ici le lien directement vers cette source. Donc là, vous trouverez sur ce site-là, en fait, vraiment toutes les infos précises relatives à l'identification d'une suspicion et la suite des événements. Globalement, le plus important à retenir, c'est isoler le patient au maximum et contactez-nous dès qu'il y a un risque ou une suspicion. Et au moindre doute, il ne faut pas hésiter à nous contacter, on est disponible pour vous répondre. La deuxième page qui est disponible, ce sont les infos à recueillir et à transmettre. Donc, ça vous donne vraiment un petit listing des questions que notre infirmière par téléphone ou nous en tant que médecin, on pourrait vous poser donc pour obtenir toutes les infos en termes de symptômes, de présentation clinique, de retour de voyage et d'exposition. Et puis à côté, vous avez toutes les coordonnées de contact, notre numéro de téléphone, les numéros de l'infectiologue de garde du CHU Saint-Pierre et aussi hygiéniste. Mais voilà, s'il y a le moindre doute, le premier numéro à appeler, ça reste nous. Maintenant, voilà, il y a tous les autres numéros qui sont disponibles également et qui sont retrouvables dans la procédure du SPF. Et la dernière page, c'est par rapport à l'identification. C'est peut-être moins important vraiment dans la première évaluation du risque, mais en fait, ça permet d'identifier le niveau de risque en fonction d'un contact avec un cas. Et donc, est-ce qu'on est considéré comme un contact accidentel et donc il n'y a pas de risque? Est-ce que c'est un contact à faible risque, un contact à haut risque? Donc, on voit ici, par exemple, que le personnel soignant qui a eu un équipement de protection individuel complet, mais qui a été donc à une distance de moins d'1 mètre avec le patient, est considéré comme un contact à faible risque. À haut risque, évidemment, c'est sans ce port de PI complet, avec vraiment un risque d'exposition et de transmission via les liquides biologiques du patient, via le matériel infecté. Et alors, il y a les mesures de surveillance qui sont mises en place pour ces contacts à faible risque et haut risque identifiés. Mais tout ça se fait évidemment avec notre supervision,
c'est Vivalis qui s'occupe vraiment du suivi des contacts également quand il y a des contacts identifiés et de la liste des contacts. Donc ça aussi, on peut être amené à vous contacter pour obtenir plus d'infos sur des contacts éventuels au sein du cabinet médical, dans l'entourage du patient également, si ça s'avère nécessaire. Voilà. Et donc, nous, on voulait terminer par des messages, des take-home messages très clairs et limités aussi en nombre. Pas 200 take-home messages, mais juste 3. Vous avez vu sur les dias de Sophie qu'il y a des milliards de gens, en fait, qui voyagent chaque année. On le sait, hein, mais je pense qu'on s'en rend pas compte. On se rend pas compte de la proportion, en fait, des gens qui voyagent. Et donc, vu notre monde complètement globalisé, ça doit être une question systématique à l'anamnèse. Je pense que quels que soient les symptômes, quand vous avez un patient devant vous, vous faites une anamnèse. On nous a appris ça en médecine, à faire une bonne anamnèse. Ben, en fait, à l'heure actuelle, en 2026, il faut aussi demander si les gens ont voyagé. Et si c'est oui, c'est quand et où. Et si le patient a voyagé, je pense qu'il faut mettre d'office en place des précautions par rapport à ces symptômes. S'il tousse, lui mettre un masque, lui faire désinfecter les mains, vous-même mettre un masque. S'il chauffe et qu'il vous dit qu'il revient du Congo, vous éloigner et faire un petit peu plus d'anamnèse en étant un petit peu plus loin. Et avoir ces réflexes-là. Et en fait, ça va être de plus en plus. Vous avez vu qu'on a eu l'alerte hantavirus et puis maintenant on a l'alerte Ebola. Puis nous, en fait, régulièrement, on a des alertes Lassa parce que tout le Nigeria est endémique. Mais évidemment qu'on a des gens qui arrivent du Nigeria et qui chauffent. Bah oui, sans blague. Et puis, et le MERS coronavirus, je vous ai expliqué que c'était un pic au Hadj, mais que c'était aussi toute l'année. Donc en fait, il faut avoir ces réflexes-là pour travailler en sécurité, le réflexe de la question et le réflexe des précautions. Et quand on a un doute ou une question, vous pouvez appeler Vivalis pour discuter le cas et éventuellement être rassuré et se dire ah ben non, je me suis affolée une fois de trop. Mais en fait, s'affoler une fois de trop, c'est pas une mauvaise chose. Mieux vaut clairement une fois de trop qu'une fois trop peu. Et donc, on a un risque rare. On ne va pas vous dire qu'on en a 12 par an. On a bien évidemment beaucoup plus de malaria que d'autres choses quand les gens reviennent d'Afrique et ont de la température. Mais le risque, il est réel. On le voit en Europe, il y a des cas importés décrits chaque année. Donc, il faut être prêt tout le temps, mais pour quelque chose de rare et qu'il faut vraiment pas louper. C'est pas facile et c'est pour ça qu'en fait, il vaut mieux avoir des réflexes, mais pas 12 réflexes, juste 2 réflexes. Poser toujours la question du voyage. Et si la réponse est oui, toujours s'éloigner un peu, prendre du recul, mettre le masque au patient, mettre un petit peu de distance et puis faire une anamnèse au calme, beaucoup plus détaillée. Et on vous a remis les liens intéressants, mais qui sont sur la documentation de Vivalis. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Charlotte et Sophie pour cette présentation bien claire et vraiment bien précise et je pense très adaptée aussi pour la pratique en médecine générale qui va vraiment à l'essentiel. Je vois déjà quelques questions dans le chat, donc n'hésitez pas s'il y a d'autres questions éventuelles. Première question, ça je pense que c'est plus par rapport à la présentation de Sophie. Donc la question c'est est-ce un masque simple est insuffisant? Je pense que c'était relatif à la présentation sur les équipements de protection individuelle recommandés pour le soignant. Voilà, Oui. je te laisse répondre. Mais donc, a priori, donc, quand vous recevez un patient, il a peu de symptômes parce que s'il est déjà au stade où il crache ses poumons, où il saigne, ben, je pense qu'il ira probablement plus vers un hôpital que vers un médecin généraliste. Maintenant, de manière générale, vous mettez un masque au patient, vous portez un masque vous-même, c'est suffisant. S'il s'agit d'un MERS-CoV, comme c'est une maladie principalement par aérosol, à ce moment-là, si le patient tousse, eh bien, un FFP2 est probablement plus adapté vu la mortalité associée à ce pathogène. Mais de manière générale, un masque porté par le patient, un masque chirurgical porté par le patient et un masque chirurgical porté par vous est suffisant pour entamer donc une anamnèse plus fouillée quant aux risques liés au patient. Merci. Donc c'est pas 100%, Sophie. Un masque des deux côtés, c'est pas 100%, mais c'est déjà très bien.
hein. Je pense qu'on ne peut pas recommander décemment qu'un médecin généraliste porte un masque FFP2 à chaque fois qu'il se pose la question de savoir si le patient est un patient à risque. Je pense que c'est pas faisable. Donc, je pense qu'il faut rester, mais vous pouvez me détromper, hein, je pense qu'il faut rester pragmatique par rapport à comment se passe la prise en charge quotidienne des patients. Et dans ce cadre-là, certainement faire passer pardon, faire porter un masque aux patients qui a des symptômes respiratoires, même à la limite en tout temps, parce que ça peut être un influenza, ça peut être une rougeole, peu importe. Je veux dire, c'est un réflexe aujourd'hui qu'on a acquis de l'épisode Covid, c'est quand on a des symptômes respiratoires, voilà, on porte un masque. Et le principal, c'est que ce soit de fait la personne malade qui le porte. Le, le médecin qui le porte en plus, c'est une protection supplémentaire. Il n'est pas 100%, mais même un masque FFP2 ne l'est pas non plus. Si, voilà, on peut être un peu pessimiste, mais voilà. Par rapport à la pratique quotidienne et à la réalité de ce que l'on peut faire, ça me semble pragmatique de dire un masque au patient et un masque voilà, aux soignants. Et puis éventuellement, donc si le patient tousse beaucoup et qu'il y a une vraie suspicion que ça puisse être un MERS coronavirus, dans ce cas-là, escalader vers un FFP2 est tout à fait pertinent. Sophie, peut-être par rapport au FFP2, tu pourrais, enfin, on avait discuté du fait que pour qu'un FFP2 soit efficace, il faut une certaine étanchéité avec un test de fitness. Donc mettre un FFP2, il faut que ça se fasse dans des bonnes conditions aussi. Absolument, et c'est vrai pour le masque chirurgical comme pour le FFP2. Il doit être adapté au visage, puisque le principe est d'éviter un maximum de fuite et pour éviter que la personne n'émette, mais aussi que la personne respire. Donc un masque doit être adapté. Et c'est d'autant plus vrai pour un masque FFP2, puisqu'on va le porter dans une situation où on considère qu'il y a un risque qui est encore plus élevé. Donc c'est vraiment important de s'exercer à porter un masque voilà, de manière adéquate, comme il existe des milliers de petites capsules sur Internet. N'hésitez pas à aller voir si vous avez un doute. Et j'adore les barbes, mais malheureusement, c'est vraiment pas bon pour les Ah masques, non. hein. Donc voilà, c'est la médecine ou la barbe, quoi. Merci. Deuxième question. Les notions de contact avec un cas suspect sont parfois vagues ou pas toujours perçues comme telles par les patients. Un voyage en zone à risque dans les 21 derniers jours devrait prévaloir sur la notion de contact avec un cas suspect, non? Je vais répondre, c'est Alicia, en plus je la connais. Je m'étonne pas d'elle. Donc, je reprends les critères d'exposition. Les critères d'exposition, c'est en effet en 1, le voyage en zone à risque. Et normalement, c'est en 1, le voyage en zone à risque, et puis il y a un « et » avec l'exposition à des patients malades, décédés, etc. Petite nuance, donc normalement, c'est pas grave que tu sois, je dis tu parce que c'est Alicia, pardon, mais je veux dire vous, c'est pas grave que vous soyez occupé de quelqu'un de malade en dehors d'une zone à risque. Vous avez eu le droit de vous occuper de quelqu'un de malade à Kinshasa, par exemple. La petite notion qu'on aimerait bien introduire simplement, c'est que pour l'instant, l'épidémie d'Ebola actuelle, et je ne parle pas de toutes les épidémies d'Ebola, je ne parle pas de n'importe quelle épidémie, je parle de l'épidémie d'Ebola actuelle, il y a une transmission locale qui n'est pas contrôlée. Donc, vous avez vu que le suivi des contacts, le taux de suivi des contacts, il est à 67%. Il n'est pas à 95, il n'est pas à 100%. Ce qui veut dire qu'il y a des cas qui se baladent. C'est ça que ça veut dire, hein. Ça veut dire qu'il y a des cas qui se baladent et qui ne sont pas identifiés encore. Et donc, simplement, oui, et Alicia a quelque chose à dire, du coup. Simplement, par exemple, l'idée, c'est les hôpitaux de Kampala. Il y a eu des cas dans les hôpitaux de Kampala qui, a priori, ont été bien identifiés et avec un suivi relativement correct. C'est les infos qu'on a. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que ces infos, ils arrivent chez Vivalis et on puisse les discuter et faire un niveau de risque.
qu'on soit au courant de ça, que Vivalis soit au courant de ça et qu'on puisse en discuter et qu'on puisse dire non, non, là vraiment, on pense que c'est OK ou peut-être dans le doute, et c'est ce que je disais à la fin de mon séminaire, vaut mieux s'affoler une fois de trop qu'une fois trop peu. Peut-être dans le doute, il a participé à des rites funéraires, on ne sait pas de quoi la personne est morte, parce qu'on a eu une alerte il n'y a pas longtemps où quelqu'un avait participé à des rites funéraires, mais en fait, le mec avait un cancer depuis 10 ans et on s'attendait à ce qu'il meure d'un moment à un autre. Ok, bah évidemment, ce n'était pas une mort suspecte d'Ebola, et donc le rite funéraire, on s'en fichait, c'était pas grave. Mais quelque part, avoir les réflexes de prendre ces infos-là. Est-ce que j'ai été hospitalisée dans un hôpital là-bas sur place? Est-ce que j'ai participé à des rites funéraires? Est-ce que je me suis occupée de personnes malades? Je pense que c'est bien que vous preniez ces infos-là. Mais bien évidemment, et là je réponds à Alicia, en priorité, c'est le voyage dans la zone à risque. Et c'est clairement ça. Si déjà on a ça comme info et comme info précise, l'itinéraire des gens. Et je peux vous dire que parfois, il faut gratter, hein, parce que vous dites, vous êtes allé à Kinshasa et vous dites oui, oui, que à Kinshasa. Vous êtes pas sorti de Kinshasa? Ah si, je suis allé au village, je suis allé voir les... Ok, mais donc vous grattez pas, vous n'avez pas l'info en fait. Hein. Les gens, oui, ils sont allés à Kin, comme d'habitude. Oui, ils sont allés 2 jours au village, mais bon. Et donc, en fait, il faut quand même avoir une anamnèse précise et avoir ce réflexe et cette habitude de faire une anamnèse un peu précise. Peut-être mettre la carte du Congo sur Internet et dire, OK, c'était où voilà. Ça prend pas 20 minutes, mais je pense qu'à partir de là, on peut du coup prendre un petit peu de distance, se dire, oula, je vais quand même discuter de ce cas-là, vous permettez, je vais passer un coup de fil, ou se dire, non, là, on est complètement safe. Il faut vraiment pas hésiter, on est disponible et justement pour répondre à ces questions sur des doutes, et c'est déjà arrivé que voilà, il y a un retour d'une zone vraiment à risque. On a du mal à identifier des critères d'exposition, ben, on en discute et on évalue ensemble sur base de l'anamnèse. Et je pense que du coup, Alicia a levé sa main. Je ne sais pas si Tu peux c'est pour parler ou une pas, autre map. Alicia? Peu, Oui, tu peux. j'attendais qu'on me donne la parole. Oui. Et du coup, je vais être assez... En fait, j'ai mis ce commentaire. Pour moi, il y avait une différence entre le flowchart que tu avais montré, Charlotte, et le flow, enfin pas le flowchart, mais en tout cas les étapes proposées par Vivalis. Mais je l'ai vu rapidement, donc peut-être que je me suis un peu excitée pour rien, mais où il me semblait qu'on allait plus loin à partir du moment où il y avait une notion d'exposition. Mais c'est passé vite, donc je suis pas sûre d'avoir bien vu. Et donc je voulais juste m'assurer qu'on était bien cohérent entre ce que toi tu avais présenté et où le voyage en zone à risque prévalait quand même sur les notions d'exposition. En tout cas, moi personnellement, je fais prévaloir vraiment les voyages en zone à risque, y compris quand même l'Ouganda, mais peut-être que je suis un petit peu excessive, je ne sais pas. C'est très bien de faire prévaloir la zone à risque et l'Ouganda est discutable. Et donc, donc c'est pas grave, tu vois. Une zone discutable, ça se discute. Donc, discutons-en. Tu vois. Et pour l'instant, on a l'impression que l'écart en Ouganda, c'est sous contrôle. Dans 3 jours, on ne sait pas. Donc, il n'y a pas de souci, on peut en discuter, tu vois. Est-ce que je réponds à d'autres questions sur le chat? Je vois d'autres questions. Oui, je peux la lire. Je vois donc la suivante, c'est: je suis un responsable médical pour le service médical des prisons. Quand nous recevons des patients venant d'Afrique avec des itinéraires douteux pour des raisons de demande d'asile ou d'autres problèmes juridiques, ne devrions-nous pas étendre cette notion de zone devant certains symptômes très spécifiques? Nous savons que l'anamnèse peut être ici alignée à sa vérité dans son processus judiciaire ou sa demande d'asile. Donc moi, je veux bien répondre à cette question parce que j'en ai tous les jours des gens qui arrivent de trajets migratoires. Il faut bien avouer que l'immense majorité du temps, la fin du trajet migratoire, elle a été en Europe, au sud de l'Europe, via l'Espagne ou même mais un peu plus souvent via l'Italie, etc. Et avant ça, via la Libye et ce genre de pays-là. Et donc en fait, dans les 21 derniers jours, en général, ils n'étaient plus en Afrique depuis bien longtemps. Donc ça m'inquiète pas trop. C'est sûr qu'on a souvent des trajets pas très clairs, donc c'est pas toujours très facile à estimer. Mais moi, j'ai jamais eu de cas où, alors que j'en vois beaucoup, où dans les 21 derniers jours, ils étaient dans des zones à risque, sauf ceux qui ont pris l'avion. Mais ça, c'est
des trajets migratoires accélérés, on va dire. Ce que je dirais, moi, par rapport au trajet migratoire, c'est que le risque le plus grand, c'est la tuberculose. C'est ce qu'on a le plus souvent dans ces populations-là, il faut y penser. Et le VIH, hein. Oui. Et la diphtérie. Plus tard, quand ils sont dans la rue en Belgique. Ça c'est plus tard. Merci pour les réponses. Alors, autre question. Bonjour, doit-on appeler Vivalis pour chaque patient qui revient du pèlerinage avec un syndrome grippal? Eh ben, syndrome grippal avec symptômes respiratoires, la réponse est oui, en Oui. fait. Mhm. Nous, on est absolument persuadés qu'on passe à côté, alors pas nécessairement de MERS, peut-être de MERS. Après, chez une personne en bonne santé, probablement que ça va passer au bout de quelques jours, comme une autre virose, hein. Mais je suis assez persuadée qu'on passe à côté de plein d'alertes MERS. Et qu'en en fait, on nous appelle pas, enfin, on nous transfère pas assez de patients. C'est souvent parce qu'ils arrivent au CHU Saint-Pierre aux urgences et que aux urgences, ils sont complètement brainwashés MERS coronavirus, que du coup, on les identifie, mais on se demande toujours où sont les autres, quoi. Bien sûr qu'il y en a d'autres qui reviennent avec des symptômes respiratoires du pèlerinage et qui sont pas identifiés. Donc, la réponse est oui, normalement, s'ils ont des symptômes respiratoires, je pense qu'il faut. Enfin, Florence, dis-moi si je me trompe. Oui, 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 tout à fait. Je pense que c'est deux critères tout à fait valables pour nous appeler et c'est ce qu'on retrouve dans l'algorithme que tu as présenté aussi. Donc, pour nous, oui. De toute façon, il faut aussi des critères radiologiques, mais ça, évidemment, ça doit être évalué du coup plus tard à l'hôpital de référence, au CHU Saint-Pierre. Donc voilà, en cabinet de médecine générale, oui, c'est deux critères pour nous appeler. Autre question, conseil à donner aux personnes en partance pour le Kivu? Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui part au Nord Kivu. Non? Franchement, c'est pas très fréquent. Après, ce sont des. Nous, on explique, on envoie parfois quand même à la travel clinic des gens qui partent. On explique que ça se transmet par fluide biologique, que les gens ne sont pas contagieux avant d'être symptomatiques. Et donc, en fait, les recommandations principales, c'est de ne pas prendre soin, c'est dur, mais voilà, ne pas prendre soin des personnes malades, plutôt amener la personne à l'hôpital et le déposer à l'hôpital, et ne pas participer à des rites funéraires. Et ça, c'est vraiment compliqué. Vous savez que peut-être dans les épidémies d'Ebola, c'est un vrai point problématique, et c'est bien normal, aller toucher au rite funéraire d'une culture, c'est quelque chose d'extrêmement délicat. Et donc, il y a, normalement, en 2014-2016, il y a eu un énorme travail avec des anthropologues pour imaginer des rites funéraires alternatifs, safe au niveau de la transmission d'Ebola, et qui convenaient aux personnes, qui sentent qu'ils pouvaient quand même faire leur deuil, etc. Et donc j'espère, mais ça vient de commencer, hein, cette histoire, ça fait à peine 3 semaines que ça a été déclaré, que ces rites funéraires safe sont en train d'être réimplémentés au Congo, comme ça a été le cas en Guinée, Sierra Leone et Libéria en 2014-2016. Mais c'est indispensable, sinon les chaînes de transmission continuent en fait. C'est un cercle vicieux, parce que plus il y a de morts d'Ebola, plus il y a de transmission via les rites funéraires. Donc, et oui, il y a un avis négatif pour les voyages au Kivu, mais ça, c'est sur le site des Affaires étrangères. Oui. Et je pense qu'il n'est pas contraignant, hein, cet avis. Les gens. C'est formellement déconseillé. Oui, ça c'est ça, mais absolument pas contraignant. Donc Voilà, les c'est gens ça. partent Oui, s'ils veulent partir, en fait, hein. oui, Il n'y a tout à pas fait. d'obligation de suivre ces avis-là, en fait. Il y avait encore une question sur comment on pouvait voir l'évolution de l'épidémie, mais ça, en fait, sur les affiches de Vivalis, sur les documents de Vivalis, dans le séminaire, vous avez plusieurs endroits. Il y a le site du WHO, enfin de l'OMS. Il y a Beacon, qui est le truc britannique. Il y a plusieurs tableaux de bord assez faciles. Vous pouvez vous abonner à un des tableaux de bord et regarder de temps en temps quand vous avez un doute.
C'est vrai qu'il y a énormément de sources différentes possibles pour l'épidémie d'Ebola en RDC et plus généralement autour des maladies infectieuses. Si vous voulez des infos plus hebdomadaires, il y a aussi le site de l'ECDC qui donne des weekly reports. Et autour de Ebola, il y a oui, le site de l'OMS et il y a aussi le site de l'Institut national de santé publique de la République démocratique du Congo aussi qui fait des mises à jour régulières. Mais donc oui, les sources sont sur le flowchart également, comme l'a dit Charlotte. Je regarde s'il y a d'autres questions. Merci. Alors, je pense que c'est tout, hein. L'avis négatif pour les voyages au Kivu, donc c'est fortement déconseillé. Aussi en raison de ce qui se passe au niveau sanitaire. Et voilà, c'est tout pour les questions. Je vois que David l'a déjà partagé, mais donc on vous a mis le formulaire à remplir pour l'accréditation et une petite évaluation. J'essaierai de voir aussi la concordance parmi les personnes qui sont notées dans les participants ici sur Teams, mais voilà, essayez le plus possible de le remplir. Je vais vous le repartager tout de suite. Je vais vous copier le lien et je le mets ici. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Seine andere Vragen? Je pense que c'est tout du coup. Moi, je vous remercie grandement, Charlotte et Sophie, de vous être libérées aussi très rapidement, parce que c'est vrai qu'on a discuté de ce webinaire Ebola, puis retour du âge vraiment très rapidement, et vous avez organisé le PowerPoint et la présentation de façon super efficace et super agréable à écouter et très instructive. Donc, un immense merci pour votre disponibilité. Avec plaisir. Et donc, Avec voilà. plaisir. Florence, il y a encore une question, c'est est-ce que le PowerPoint sera disponible? Comment allez-vous le rendre disponible? Alors, si vous acceptez de bien vouloir nous le partager, on va mettre tout en ligne sur notre site internet. On va faire une page web Vivalis Ebola. Elle est déjà disponible pour le public, mais alors pour les professionnels de santé, elle doit encore être elle doit encore être publiée. Et donc là, on mettra toutes les informations. Et ce qu'on fera du coup, c'est qu'une fois que ce sera publié, probablement cette semaine, on enverra une notification via la FAMGB et nos autres partenaires du réseau pour les médecins généralistes. Comme ça, vous serez au courant avec le flowchart, avec les présentations et aussi un enregistrement. On va essayer de voir pour que vous puissiez avoir l'enregistrement aussi du webinaire avec des sous-titres dès que possible. Voilà. Et je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait autre chose à ajouter. Charlotte, Sophie, David, éventuellement, mais je pense qu'on est bon. Non, merci à Voilà. vous. Merci beaucoup. Un tout grand merci et une très bonne après-midi à tous.